Voilà, c'était Bienvenue à Gattaca et la description de ce monde un peu étrange où la procréation n'a plus grand-chose de naturel, fécondation in vitro standardisée, vous l'avez vu, est quasiment érigée comme norme, eugénisme de masse, disons-le quand même pour ceux qui nous rejoindraient seulement. Ce film est clairement un film d'anticipation, on est encore loin de tout ça, Dieu merci ou pas, on va voir ça avec vous. En tout cas, c'est clairement un film, je l'espère, qui va nous amener maintenant à réfléchir à toutes ces nouvelles possibilités que nous offre aujourd'hui la science pour répondre à nos désirs d'enfants, ces nouveaux désirs d'enfants, ceux des familles homoparentales, ceux de ces femmes, je le disais tout à l'heure, qui veulent aujourd'hui des enfants après 40 ans. Le désir d'enfant peut-il parfois aller trop loin? Quelle limite, quel cadre légal, quelle loi? Voici le programme ambitieux que je vous ai fixé, messieurs, madame, pour notre débat. Alain Clers, merci encore à vous d'être là, député socialiste, bonsoir. Je le disais tout à l'heure, l'un des parlementaires qui se passionne depuis de longues années pour les questions de bioéthique. À vos côtés, Caroline Eliatchev, psychanalyste et pédopsychiatre. On peut vous écouter une fois par semaine sur France Culture. Et puis le professeur Renato Fanchin, responsable de la médecine de la reproduction à l'hôpital Antoine Béclair dans les Hauts-de-Seine à Clamart. Professeur, en regardant, en revoyant Bienvenue à Gattaca, est-ce que vous y avez vu une sorte de scénario cauchemar de ce que pourrait devenir votre profession, je ne sais pas, dans 5 ans, dans 50 ans, dans 80 ans, dans 100 ans? Ça fait très peur. Ça fait très peur de voir cette utilisation à mauvais escient, je dirais, de techniques médicales qui peuvent être tout à fait utiles pour soigner des maladies dans l'avenir ou même pour permettre d'éviter des souffrances. Je dois dire aussi que ce film m'a beaucoup touché par le caractère très humain qui dépasse la génétique du personnage de Jérôme. Où il montre et fait preuve de détermination, de courage, et puis surtout de foi, parce qu'il arrive même à traverser cette autoroute dangereuse, parce qu'il a un objectif et tout. Et ça, c'était pas prévu dans la sélection génétique, qu'il y ait des personnes qui dépassent effectivement le code génétique et puis qui fassent autrement. Et ça, c'est... Je dirais que le plus important, ce n'est pas la génétique, mais c'est qu'on fait de la génétique. Et donc, c'est cet équilibre qui doit être retrouvé, je trouve. Cet équilibre, c'est un peu votre job, si j'ose dire, Alain Clers. Est-ce que ce n'est pas précisément le travail des parlementaires, de ceux qui ont à plancher sur les lois bioéthiques, c'est-à-dire justement à encadrer les progrès de la science? Que vient faire un législateur sur un sujet qui concerne des hommes et des femmes et des équipes médicales? Je crois que l'histoire a conduit le législateur à poser un certain nombre de règles. Mais je voudrais dire que ces règles ne doivent pas s'opposer au dialogue singulier qui existe entre des parents qui souhaitent un enfant et des équipes médicales qui accompagnent ce souhait. Simplement, le rôle du législateur, c'est de se dire à un moment, pour reprendre ce que dit le professeur, attention, il y a des techniques qui sont utiles pour apporter de bonnes solutions, pour alléger la souffrance, qui peuvent être détournées. Et là, c'est le rôle du législateur d'encadrer, de fixer un certain nombre de règles acceptables par la société, sans que ces règles viennent s'immiscer dans l'intime. Je crois que c'est toute la difficulté. C'est tout l'équilibre à trouver. On va y revenir bien sûr un peu dans le détail sur ces cadres législatifs que vous posez. Je voulais quand même savoir comment la psychanalyste avait regardé Bienvenue à Gattaca, Caroline Eliatchev. Écoutez, ce que j'ai trouvé de plus intéressant, c'est le fait que de tout temps, le mythe de l'homme parfait existe et que maintenant ce qui le soutient, ce serait éventuellement la génétique, et aussi l'idée que autrefois on était déterminé par l'ordre dans lequel on venait au monde, la classe sociale de ses parents, etc. Et on en vient à l'idée que, alors, donc, il y a eu la révolution, donc c'est plus ça, et maintenant on serait déterminé uniquement par ces gènes. Et on voit, et même dans le film, et c'est ça qui est intéressant, que ces idées sont fausses. Et que c'est justement dans je dirais dans les erreurs de programmation que se glisse d'une certaine manière la vie. Hein, la vie, c'est-à-dire celle qui dépasse le programme qu'on se serait assigné.
Intéressant effectivement de lire aussi ce film comme une fin, un arrêt posé à ce qui peut relever aussi du fantasme scientifique. Alors on ne va pas parler de ces fantasmes scientifiques, mais on va parler de la réalité scientifique avec vous, professeur. C'est vrai que ce sont quand même des avancées spectaculaires qu'a connu votre métier ces dernières années en matière de reproduction. Complètement. Complètement. C'est vrai que la grande révolution a été entamée déjà chez l'homme et chez la femme dans les années 70 avec la naissance du premier bébé éprouvette. Donc effectivement la possibilité d'avoir accès aux embryons et de pouvoir effectivement les étudier et puis surtout dans le but de permettre à des femmes de devenir enceintes dans des contextes difficiles. Voilà. Donc c'est vrai que la fécondation in vitro a bien chamboulé un peu la pratique médicale dans ce domaine et a soulevé effectivement des questions éthiques très importantes. Alors on va donner quelques chiffres. Je crois qu'il y a entre 25 000 et 30 000 couples par an aujourd'hui en France qui s'adressent à un centre d'aide médicale à la procréation. La FIV, vous l'avez dit, un dispositif de plus en plus efficace, puisque entre 45% et 48% des FIV réussissent. Ce sont des chiffres qui sont en constante augmentation, qui sont très impressionnants. Est-ce qu'avec vous, on peut essayer de faire réellement de la pédagogie? Les FIV, je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec les ovocytes, avec les dons de sperme, avec les gamètes? Rapidement, petit cours professoral pour qu'on sache ce qui est possible en France aujourd'hui. Alors, il y a effectivement plusieurs possibilités. La base, c'est effectivement la disponibilité des gamètes et puis des embryons in vitro. Et puis, à partir de là, on peut effectivement, dans des cas où il y a une insuffisance ovarienne très forte, très importante, utiliser des ovocytes d'une autre femme donneuse pour permettre à cette femme de concevoir son enfant par justement la fécondation in vitro avec don d'ovocytes. Très vite, d'ailleurs, lors de la création de la méthode, la mise au point de la fécondation in vitro chez l'homme, Bob Edwards, qui était le père de la première fécondation in vitro réussie chez la femme en 1978, disait déjà, mais il faudra qu'on puisse aider des gens qui ont des maladies génétiques à ne pas être confrontés avec des enfants qui sont malades. Et du coup, faire un diagnostic en retirant une cellule de cet embryon. Donc là, ça a ouvert effectivement les techniques des diagnostics génétiques préimplantatoires qui sont pratiqués en France aussi. Voilà, don d'ovocytes, diagnostic génétique préimplantatoire. Maintenant, bien sûr, qu'on ouvre sur des techniques qui sont très intéressantes parce qu'on a appris à congeler d'une façon très efficace les gamètes, notamment l'ovocyte, par une méthode de vitrification. Donc on plonge. Ça, c'est interdit en France aujourd'hui. C'est autorisé, Ça, c'est autorisé. Mais non sans mal. C'est vrai que nous avons perdu peut-être 6 ans. Voire 7 ans même de retard par rapport à des pays civilisés en Europe qui pratiquaient déjà cette technique et qui ont montré que cette technique permet de maintenir le potentiel ovocytaire comme si la cellule était fraîche. Du coup, ça ouvre la possibilité, ça ouvre le débat sur l'injustice, à mon avis, du vieillissement ovarien et du fait qu'une femme ne peut pas concevoir au-delà d'un certain âge raisonnable toujours, une femme moderne, bien Alors on va revenir justement à ce que ça veut dire, l'âge raisonnable justement. Ça permettrait effectivement du coup d'offrir des possibilités au vieillissement ovarien. Donc voilà, il y a d'autres techniques bien sûr. De la palette. Bon, merci déjà pour ce petit cours de rattrapage accéléré. Alain Claes, pourquoi est-ce que la France est en retard justement? Pourquoi est-ce qu'elle a pris autant de retard sur cette question des ovocytes? Elle a pris du retard sur la recherche sur l'embryon. Il y a eu tout un débat à l'Assemblée nationale depuis 1997 sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires, qui était une revendication très forte des spécialistes qui travaillaient sur cette question. Et tout le problème qui a été posé était le statut de l'embryon. Et donc le législateur, pendant des années, est passé du refus à des accords parfois un peu compliqués. Et là, la décision a été prise, mais nous avons perdu un certain nombre d'années. L'Agence de biomédecine a joué un rôle important. Mais au-delà de ces techniques, le professeur parlait d'un sujet qui m'a beaucoup préoccupé en tant que législateur, c'est le diagnostic préimplantatoire. De quoi s'agit-il? Le professeur l'a rappelé. Il s'agit de trier les embryons pour que la maladie génétique existant dans la famille ne puisse pas se reproduire. C'est une technique formidable,
Mais vous mesurez bien qu'il est nécessaire de l'encadrer. De l'encadrer, car si nous la laissons libre, ce tri d'embryons conduit tout simplement à l'eugénisme. Et puis, il y a un deuxième sujet qui nous a beaucoup préoccupés sur ce sujet précis. Le bébé qui va naître, il va naître pour lui-même ou éventuellement pour soigner... soigner ce qu'on appelle les bébés médicaments. Oui, ça posait plein de problèmes, cette expression affreuse. D'autres expressions ont été utilisées, le bébé de l'amour. Bref, le législateur a encadré cette technique. Un nombre de centres limité existe en France. Mais à un moment, la loi ne peut pas tout faire. Sur ce diagnostic préimplantatoire, c'est la discussion qui va naître entre l'équipe médicale qui va pratiquer et les parents. Car il faut mesurer le désir de l'enfant pour lui-même, il faut mesurer toutes les conséquences. Et donc le législateur est là uniquement pour fixer un certain nombre de règles. Alors sur la recherche fondamentale, moi je regrette le retard qui a été pris en France, car beaucoup de pays sont beaucoup plus avancés que nous. Il y a beaucoup de femmes en France qui se plaignent d'avoir été obligées ces derniers mois, ces dernières années, d'aller à Valence, en Espagne, pour la congélation des ovocytes, même pour recourir aux dons de sperme. Aujourd'hui, de plus en plus, on va à l'étranger, ça soulève de vrais problèmes. Un autre sujet, c'est le don d'ovocytes. Et notamment l'harmonisation européenne sur ces sujets-là. Le don d'ovocytes et l'harmonisation européenne. Mais sur la recherche fondamentale, aujourd'hui... on a perdu beaucoup de temps sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires, car cette recherche concerne la reproduction, mais pas uniquement cela. C'est comprendre un certain nombre de mécanismes indispensables, par exemple pour la meilleure connaissance du cancer, etc. Donc, je crois qu'il faut une règle, encadrer les techniques, mais laisser la connaissance progresser et permettre à la recherche fondamentale de se dérouler. C'est peut-être un peu ce contresens que la France a fait pendant trop longtemps. Alors, ça, c'est la question scientifique. Je suis contente qu'on ait ouvert le débat par ça. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit, professeur, tout à l'heure. J'aimerais qu'on y passe un petit peu de temps. Vous avez dit il y a l'âge raisonnable, il y a quand même les limites à poser aujourd'hui sur ces désirs d'enfant qui semblent quasiment infinis parce que les limites de la science reculent toujours. Vous, qu'est-ce que vous, au-delà de cadre législatif, qu'est-ce que vous vous imposez comme cadre? Quelles limites vous posez à tous ces désirs d'enfant? J'imagine que vous entendez chaque jour dans votre cabinet ou à l'hôpital. Bien entendu. Les temps ont changé. Il faut reconnaître que l'espérance de vie d'une femme de 40 ans, c'est de 80 ans. Donc effectivement, il y a 50 ans, on n'avait pas encore ce type de contexte. Et puis le corps féminin aussi a changé. Donc une femme de 40 ans aujourd'hui, on ne dirait pas qu'elle a 40 ans. Et par contre, sur le plan de la reproduction, une femme de 41, 42 ans va avoir beaucoup de mal à avoir un enfant. C'est évident. Même avec nos ressources thérapeutiques actuelles, on aura du mal à répondre aux besoins de ces femmes. Alors, le recours, effectivement, à la prévention, c'est-à-dire la congélation ovocytaire par vitrification, pour préserver la fertilité des femmes qui ne peuvent pas, pour des raisons X ou Y, enfanter avant, est une question. Et la deuxième, c'est bien sûr le recours au don d'ovocytes. Don d'ovocytes qui permettra après à ces femmes d'être enceintes plus tardivement. Mais jusqu'où? Alors, c'est vrai que les limites peuvent être bien sûr discutées au cas par cas. Moi, je me suis donné comme limite 45 ans. Parce que je pense que jusqu'à 45 ans, selon chaque patiente, on pourrait accepter. Au-delà, je n'accepte pas d'aller plus loin. Ça, c'est une limite claire, précise, tranchée. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez aussi, Caroline Lachèvre, de ce désir d'enfant qui est comme ça repoussé. Alors, il y a la question de l'âge, mais pas seulement. Il y a aussi tout ce que permet la science, et vous nous l'avez rappelé, messieurs. Qu'est-ce que ça soulève comme question à la fois à la psychanalyste et à la pédopsie? C'est-à-dire que la question de l'âge repoussé tient aussi à l'évolution de la société. Il n'y a pas seulement l'évolution de la science, il y a l'évolution de la société. C'est-à-dire que les femmes veulent faire des études, elles veulent ensuite travailler, et elles veulent des enfants plus tard pour pouvoir mener de front tout ça. Et donc c'est un ensemble. Alors, je crois quand même, j'ai apporté un tout petit bémol à ce que vous disiez, c'est-à-dire que il me semble quand même que le message qu'il faut faire, enfin,
qu'il est prudent de faire passer aujourd'hui, c'est n'attendez pas tout des nouvelles techniques, parce que quand vous aurez 40 ou 41 ans, certes, vous pourrez avoir la fécondation in vitro, etc., mais ça va quand même être nettement plus difficile. Hein, donc je crois qu'aujourd'hui, même vous êtes assez prudent. Je partage tout à fait ça. Il faut que les gynécologues, ou les médecins, ou même la presse, puissent informer les patientes que la fertilité féminine n'est pas éternelle. Ça, c'est vraiment, je reçois encore des patientes. Oui, alors c'est vrai qu'on peut avoir l'illusion que tout est possible aujourd'hui. Personne ne m'a dit effectivement que j'allais être dans cette situation. Voilà, donc je crois qu'il faut qu'elle le sache, c'est une chose, et je crois aussi qu'il faut que notre société s'organise pour que les femmes puissent avoir assez tranquillement des enfants, disons, entre 20 et 35 ans, et ne pas être handicapées dans leur ascension sociale. La société continue de permettre de pouvoir faire ses enfants à l'âge où biologiquement c'est souhaitable. C'est un ensemble, et il faut que cet ensemble évolue. Voilà. On ne peut bien sûr pas terminer cette émission avec vous, Alain Claes, sans parler de la GPA, la gestation pour autrui, puisqu'on passe comme ça un peu en revue tout ce qui existe en la matière, interdite en France. Pourquoi? Vous l'assumez parfaitement, c'est une position du législateur français qui ne bougera pas? Je parle en mon nom personnel, je l'assume totalement. Je pense que sur la procréation médicalement assistée, d'autres débats peuvent avoir lieu, et moi je suis ouvert. Mais sur la gestation pour autrui, je pense que le principal sujet éthique aujourd'hui, lorsqu'on parle des sciences du vivant, c'est le risque de marchandisation. Et pour moi, la GPA, on peut trouver des cas familiaux, mais la GPA, c'est quand même l'allocation d'un corps humain. Et tant pis pour ces casse-têtes juridiques qui sont soulevées aujourd'hui par ces couples homo-hétéros qui ont recours à l'étranger, à des mères porteuses qui reviennent en France. On sait aujourd'hui que la régularisation de ces enfants conçus à l'étranger est infiniment complexe. C'est quand même un problème, ça, pour le législateur. Bien sûr que c'est un problème. Mais il faut distinguer la technique GPA. J'y suis hostile pour les raisons marchandisation du corps humain. Mais il y a des enfants qui naissent de GPA en dehors de la France. Ils doivent revenir en France. Est-ce qu'on va les rayer de l'état civil? Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on regarde Vous leur donnez des papiers d'identité, mais pas de livret de famille aux parents? Reconnaissant les pères pouvant donner l'état civil. Il y a eu des décisions de justice. Est-ce qu'il faut que la France précise juridiquement les choses? Sûrement. Mais pour revenir sur la décision d'interdiction de la GPA, sûrement pas. Et moi, j'insiste sur un point. Peut-être qu'il faut que nos législations au niveau européen puissent évoluer. Mais les législations au niveau européen ne viennent pas de nulle part. Ça tient à beaucoup de choses, à nos cultures, aux religions, à toute une série de décisions. Mais ce n'est pas parce qu'une technique est acceptée à un endroit dans un pays, il faudrait naturellement l'accepter ailleurs. Je crois que la France sera d'autant plus forte pour défendre les droits de l'homme, parce que je considère qu'au bout du compte, tout cela concerne les droits de l'homme, en prenant des positions extrêmement claires. Et sur la GPA, le débat a eu lieu, il faut le dépassionner. Je regrette que tout a été mélangé au moment du mariage pour tous, pour des raisons idéologiques. On peut avoir ce débat en France de façon apaisée, en expliquant tout simplement les choses. Les progrès de la science sont indispensables, la recherche fondamentale doit se développer, mais toute technique n'est pas forcément applicable. Je laisse la fin à Caroline Eliascheff qui vous a écouté, messieurs, avec beaucoup d'intention. Toutes ces choses qu'on vient d'évoquer, les données scientifiques, les évolutions de la société, les GPA, les dons de sperme, etc., ça a dû, là encore, totalement bouleverser l'exercice de votre profession, à la fois chez ces enfants que vous rencontrez dans votre cabinet de pédopsie, chez ces mères, chez ces parents, ces nouvelles familles. Est-ce que vous pouvez dire que votre pratique aujourd'hui de la psychanalyse, de la psychothérapie a été bouleversée ces 20-30 dernières années? Je vais être assez brève. La pratique a été bouleversée, mais pas par les nouvelles techniques. Et d'ailleurs, le film que nous avons vu est à cet égard extrêmement révélateur, c'est-à-dire que c'est un film d'anticipation avec des psychismes individuels qui sont de tout temps. Qui, eux, n'ont pas changé. Voilà. Les égoïsmes sont toujours là, les personnes généreuses, les rivalités, etc. Donc, évidemment, à chaque, des problèmes nouveaux se posent, certainement. La question des origines, notamment, que dire ou pas un enfant qui a été conçu. C'est pas franchement nouveau. Alors, il ne faut pas dire non plus rien n'est nouveau. Non, mais c'est de plus en plus fréquent. Les chiffres sont quand même de plus en plus parlants. La dissociation de la procréation et de
la sexualité est un événement majeur de notre siècle. On n'avait jamais vu ça. Et juste une petite incidente, en parallèle, comme vous voyez, on peut concevoir des enfants sans avoir de relations sexuelles, et parallèlement, le pire fléau qui puisse arriver à un enfant, c'est la sexualité précoce, c'est-à-dire la pédophilie, etc. Donc voilà, nous nous posons un certain nombre de questions sur ces évolutions qui vont en sens inverse. Dernière conclusion assez stimulante, je trouve, pour notre réflexion, puisque cette émission est terminée. On va continuer de gamberger. Merci beaucoup, Caroline Lachef. Merci beaucoup, monsieur le député, monsieur le professeur de médecine, d'être venu sur le plateau de Grand Écran. Merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un nouveau film qui, je l'espère, fera débat. Ciao.